Donc chapitre 2, le maître. Au cœur de la chaude obscurité du terrier, Hazel se débattait dans son sommeil, ses pattes arrière nerveusement agitées de soubresauts. Quelque chose l'attaquait. Il se réveilla en sursaut, mais ne sentit autour de lui ni furet ni belette. Rien, pas même son instinct, ne le poussait à prendre la fuite. Puis, peu à peu, ses idées s'éclaircirent et il comprit que c'était Fever qui le griffait, tentant, alors qu'il était encore endormi, de lui grimper dessus, comme un lapin affolé qui cherche à franchir un obstacle démesuré. « Réveille-toi, imbécile, c'est moi, c'est Hazel. Tu vas me faire mal, allez, debout !» Il finit par le repousser. Fever gigota encore un peu avant d'ouvrir les yeux. Je faisais un cauchemar. C'était affreux, nous étions sur de l'eau et nous descendions une grande rivière très profonde et je me suis aperçu que nous étions sur du bois. Une planche comme celle que nous avons découverte, toute blanche et découverte de signes noirs. Il y avait d'autres lapins avec nous, des mâles et des femelles, mais en baissant les yeux, j'ai vu que la planche était faite d'os et d'un fil brillant. J'ai crié, puis tu as dit « Allô tout le monde !» Ensuite, je t'ai cherché. J'ai essayé de te tirer d'un trou, de te ramener sur la rive. Je t'ai trouvé, mais tu m'as dit le maître doit y aller seul. » Puis tu t'es éloigné dans le courant et tu as disparu dans un tunnel d'eau sombre. En tout cas, tu m'as bien labouré les côtes avec tes histoires. Un tunnel d'eau sombre, et puis quoi encore? On peut se rendormir maintenant? Le danger, la chose, elle est toujours là, autour de nous. Je le sais, je l'ai vu, je peux plus dormir. Il faut qu'on parte tant qu'il en est encore temps. Partir? Tu veux partir d'ici, quitter la Garenne? Oui, vite, très vite, n'importe où. Juste toi et moi? Non, tout le monde. Nous tous. Mais tu plaisantes, les autres viendront jamais. Ils diront que tu délires. Alors ils seront là quand la chose se produira. Il faut que tu m'écoutes, il faut que tu me crois, une catastrophe terrible nous menace, nous devons fuir. Bon. Puisque c'est comme ça, allons voir le maître, tu t'expliqueras avec lui. Non, c'est plutôt moi qui m'en chargerai, mais je doute qu'il me prenne au sérieux. Hazel partit en tête dans la galerie qui serpentait jusqu'au rideau de ronces. Certes, il refusait de croire Fever, mais en même temps, il ressentait une étrange inquiétude à l'idée de négliger son avertissement. C'était peu après Kriegse, soit aux alentours de midi. Tous les lapins étaient encore sous terre et la plupart dormaient. Hazel et Fever parcoururent une courte distance à découvert, plongèrent dans un grand trou dans le sable et suivirent un dédale de tunnels qui les menèrent sous le bois, à une dizaine de mètres de la lisière, autour des racines d'un chêne. Là, ils furent stoppés par un robuste membre de la Hourda. La Hourda, c'est la horde, on va dire, c'est le groupe, qui avait une drôle de touffe de poils sur le sommet du crâne. Ça lui donnait un air bizarre, comme s'il portait un petit bonnet. C'est pour cela qu'on l'avait baptisé Flousflou, ce qui signifie tête de fourrure. Cependant, tout le monde l'appelait Big Vig. Hazel, hasarda Big Vig en le flairant depuis la profonde pénombre qui régnait entre les racines. C'est toi, n'est-ce pas? Que fais-tu ici à une heure pareille? Ajouta-t-il, ignorant Fever qui attendait un peu plus loin. On voudrait s'entretenir avec le maître. C'est important. Tu peux nous conduire jusqu'à lui? Nous? Le petit aussi? Oui, c'est vraiment capital. Fais-moi confiance, Big Vig. Ce n'est pas dans mes habitudes de venir te voir comme ça, tu le sais. T'ai-je déjà demandé quoi que ce soit? C'est bien parce que c'est toi, même si je risque de me faire tirer les oreilles. Je vais lui dire que tu es un lapin de bon sens. D'ailleurs, il doit te connaître. Mais il se fait vieux. Attends-moi là. Big Vig s'éloigna et s'arrêta sur le seuil d'une vaste salle souterraine. Il prononça quelques mots que Hazel ne put entendre, puis il les invita à rentrer. Les deux frères patientèrent dans un silence seulement troublé par Fever qui n'arrêtait pas de remuer. Le maître s'appelait Padish, qu'on peut comprendre comme grand arbre. Seulement, en parlant de lui, on précisait toujours le Padish. Peut-être parce qu'aux abords de la Garenne, il y avait un arbre vraiment unique qui dominait les autres. Le maître devait son rang non seulement à la vigueur dont il avait fait preuve dans sa jeunesse,
mais également à sa sagesse et à une retenue contrastant avec la nature impulsive qui caractérisait la plupart des lapins. Chacun savait qu'il ne se laissait jamais impressionner ni par les rumeurs, ni par le danger. Il était resté calme, certains l'avaient même trouvé insensible, devant l'horrible hécatombe provoquée par la myxomatose. Sans pitié, il avait chassé tous les lapins qui semblaient présenter des symptômes, s'était farouchement opposé à toute idée de migration et avait imposé aux siens une sorte de confinement qui, en les isolant complètement, les avait certainement sauvés de l'extinction. C'était aussi lui qui était venu à bout d'une hermine particulièrement coriace en l'attirant au péril de sa vie dans une zone peuplée de faisans et par conséquent sous les fusils des hommes. S'il se faisait vieux, il avait encore toute sa tête. Quand on fit entrer Hazel et Fever, il les salua avec courtoisie. À la Hourda, certains lapins comme Gulpsport recouraient parfois aux menaces et aux brutalités. Le Padisha, lui, était au-dessus de ça. Eh bien, Razel, vous vous nommez bien Razel, n'est-ce pas? Je m'appelle Hazel. Mais oui, c'est vrai, Hazel. Comme c'est aimable à vous de me rendre visite. Je connaissais bien votre mère. Et votre ami. C'est mon frère. Votre frère, oui. Dit le Padisha d'un ton qui laissait clairement entendre qu'il valait mieux cesser de le reprendre. Mettez-vous à l'aise. Une feuille de laitue. Les légumes provenaient d'un potager situé assez loin d'ici, où la Hourda était envoyée en maraude. Les périphérés ne voyaient presque jamais de laitue. Hazel prit une petite feuille et la grignota poliment. Fever refusa et resta assis, l'air malheureux, clignant des yeux et tremblant. Eh bien, qu'est-ce qui vous amène? En quoi puis-je vous aider? Ah, c'est-à-dire, maître, hésita Hazel, c'est à propos de mon frère. Il sent souvent quand quelque chose va survenir et il ne se trompe jamais. Par exemple, l'automne dernier, il avait prédit l'inondation. Et il lui arrive aussi de deviner où sont tendus des pièges. Aujourd'hui, il sent qu'un grave danger plane sur nous. Un grave danger. Voilà une nouvelle bien alarmante. Et peut-on savoir de quel danger il s'agit? Je sais pas. Mais c'est grave. C'est si grave que... Enfin, c'est très grave. Le Padisha attendit quelques instants que le petit lapin développe. Bon. Et que faudrait-il faire selon vous? Partir! S'exclama Fever sans hésiter. Tous, maintenant, maître, nous devons tous partir! Le Padisha attendit à nouveau que le lapin rajoute quelque chose, puis d'un ton extrêmement compréhensif, il déclara: ce serait une première. C'est une requête importante. Comment expliquez-vous ces sentiments que vous avez? Maître, intervint Hazel, mon frère n'a pas de sentiments, il n'a que des pressentiments. Vous êtes seul en mesure de comprendre et de décider quoi faire, j'en suis sûr. Ma foi, voilà des paroles flatteuses. J'espère les mériter. Réfléchissons un instant, mes amis, voulez-vous? Nous sommes encore au printemps, pas vrai? Tout le monde est très occupé, nos lapins s'amusent, pas de vilou d'élu à la ronde. C'est du moins ce qu'on m'a assuré. Pas de maladie, le ciel est bleu. Et vous voulez que j'aille annoncer à Magarène que enfin, votre frère, a pressenti que nous devions tous partir à l'aventure, le nez au vent, pour aller je ne sais où avec tous les risques que cela comporte? Que pensez-vous qu'ils vont dire? Ils seront ravis, vous pouvez me croire. Ils accepteront, si ça vient de vous. Vous êtes bien aimable. Oui, peut-être. Mais il faudrait que je réfléchisse sérieusement à la question. C'est une décision capitale. Et du reste... Le temps presse! Je sens le danger qui se resserre comme un fil autour de mon cou. Un fil. Hazel, au secours!
Il se mit à pousser des cris aigus, se roula dans le sable et s'agita avec une telle frénésie qu'on l'aurait cru pris dans un piège. Hazel maîtrisa son frère avec ses pattes avant et petit à petit finit par recouvrer son calme. Pardonnez-nous, maître. Ça lui arrive de temps en temps. Et il va se remettre très vite. C'est navrant, absolument navrant, pauvre Lapro. Il devrait rentrer chez lui et se reposer un peu. Oui, voilà. Raccompagnez-le, Hazel. C'est très aimable à vous d'être venu me voir. Je vous en suis sincèrement reconnaissant. Je vais bien réfléchir à ce que vous m'avez dit. Soyez-en sûr. Allez, à bientôt. Puis il s'adressa au garde de la Hourda. Bigwig, attendez un instant, s'il vous plaît. Hazel et Fever quittèrent le maître, la tête basse, et tandis qu'ils remontaient la galerie, ils entendirent le padichat élever la voix pendant qu'un lapin ponctuait le sermon de « Oui, maître » et de « Très bien, maître ». Bigwig ne s'était pas trompé. Il se faisait tirer les oreilles. Donc, chapitre 6. La bénédiction de Shravilsha. Bon, les noms. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de chaque chapitre aussi, il y a des citations tirées d'un autre livre. Notamment, à un moment, il y a une citation de la Bible. Ça m'a beaucoup amusé de retrouver ça là-dedans. Il y a tout, du Shakespeare. Pourquoi me croirait-il cruel? Pourquoi se croirait-il trahi? Je lui ferais aimer ce qui était, avant que le monde ne fût. Yeats, une vieille femme jeune. Et donc, la légende. En des temps très anciens, Crick créa les étoiles. Il créa aussi le monde, car le monde est l'une d'entre elles. Il les créa en répandant ses crottes à travers le ciel, et c'est pour cela que les arbres et les plantes poussent si bien aujourd'hui sur la terre. Crick fit couler les fleuves qui le suivent dans sa course céleste et le cherchent la nuit lorsqu'il disparaît. Crick créa les bêtes à poils et à plumes. Seulement, au commencement, il les fit semblables. Le moineau et le faucon vivaient en harmonie, et tous deux picoraient des graines et égobaient des mouches. Le renard et le lapin étaient amis, et tous deux grignotaient l'herbe des champs. Il y avait des plantes et des mouches à foison, car le monde était nouveau, et Crick répandait sa lumière et sa chaleur la journée durant. En ce temps-là, Shravilsha vivait parmi les bêtes et avait de nombreuses épouses, tellement qu'on ne pouvait les compter, et elles avaient tellement de petits que Crick lui-même n'aurait su dire combien. Ils mangeaient l'herbe, les pissenlits, les trèfles et les laitues, et Shravilsha était leur père à tous. Bigwig poussa un grognement d'approbation. Puis le temps passa, l'herbe se fit rare, et les lapins se répandirent à travers le monde, mangeant et se multipliant sur leur chemin. Alors Crick s'adressa à Shravilsha. Prince Lapin, si tu n'es pas capable de contrôler ton peuple, je le ferai à ta place. Alors, écoute bien mes paroles. Mais Shravilsha refusa d'écouter et dit à Crick, mon peuple est le plus fort de la terre, car il se reproduit et se nourrit plus vite que les autres. Cela montre à quel point les miens aiment leur Crick, car de tous les animaux, ce sont les plus sensibles à sa chaleur et à son éclat. Seigneur, tu dois comprendre que leur existence est précieuse et qu'il ne faut pas l'entraver. Crick aurait pu tuer Shravilsha sur le champ, mais il l'estimait pour son espièglerie, ses facéties et sa malice, et voulait le garder sur la terre. Aussi, décida-t-il de lui donner une leçon, non pas en usant de son immense pouvoir, mais en lui jouant un tour. Il fit savoir qu'il tiendrait une grande assemblée au cours de laquelle il offrirait un présent à chacune des bêtes à poils et à plumes afin de les différencier. Toutes les créatures se mirent en route vers le lieu du rendez-vous. Elles arrivèrent l'une après l'autre, car Crick en avait décidé ainsi. Quand vint le merle, il lui fit don de son chant merveilleux. Quand vint la vache, il lui offrit des cornes pointues et le don de ne craindre aucune créature. Puis vinrent tour à tour le renard, l'hermine et la belette. Crick leur donna à tous les trois la ruse, la férocité et le désir de chasser les enfants de Shravilsha,
de les tuer et de les manger. Et ils s'en allèrent avec pour seul désir de massacrer les lapins. Pendant ce temps-là, Shravilcha dansait et procréait, se vantant d'aller à la rencontre de Crick pour recevoir de lui un grand présent. Enfin, il se décida à partir. En chemin, il s'arrêta sur une colline de sable confortable afin de se reposer, et tandis qu'il somnolait, l'hirondelle noire survola la colline en criant « Avis, avis, avis !» Ce qu'elle n'a cessé de répéter depuis. Shravilcha lui demanda « Que viens-tu annoncer ?» « Ah !» répondit l'hirondelle. « Je ne voudrais pas être à ta place, Shravilcha, car Crick a donné au renard et à la belette un cœur rusé et des dents meurtrières. Au chat, il a offert des pattes silencieuses et des yeux pour voir dans le noir. Et voici qu'ils sont en chemin pour massacrer et dévorer les tiens. » Puis l'hirondelle fila. À ce moment-là, Shravilcha entendit la voix de Crick s'élever dans les airs. « Où est donc Shravilcha ? Les autres animaux sont déjà partis avec leurs présents. Et maintenant, c'est lui que je cherche. » Shravilcha comprit que Crick était plus malin que lui, et il prit peur. Croyant que le renard et la belette accouraient aux côtés de son seigneur, il se mit à creuser frénétiquement. Il avait à peine commencé son trou que Crick parut, seul, en haut de la colline. Il vit le derrière de Shravilcha qui dépassait et une pluie de sable qui s'envolait à mesure que le trou s'agrandissait. Crick demanda « L'ami, as-tu vu Shravilcha ? Je le cherche pour lui offrir mon présent. »« Non, » répondit Shravilcha sans sortir de son trou. « Je ne l'ai pas vu. Il est loin d'ici, il n'a pas pu venir. » Crick répondit « Dans ce cas, montre-toi. Tu recevras ma bénédiction à sa place. »« Non, je ne peux pas. Je suis occupé. Le renard et la belette approchent. Si tu veux me donner ta bénédiction, adresse-la à mon derrière, car il n'y a que lui qui dépasse. » Alors, Crick se prit d'amitié pour Shravilcha, car c'était une créature pleine de ressources qui n'abandonnait jamais, même lorsqu'elle avait cru que le renard et la belette allaient arriver. Et il dit « Très bien. Je bénirai donc ton derrière, puisque lui seul dépasse. Derrière de Shravilcha, procure à ton maître force et vitesse. Donne l'alerte pour lui sauver la vie, aujourd'hui et à jamais. Tel est mon souhait. » À ces mots, la queue de Shravilcha devint d'un blanc éclatant et se mit à resplendir comme un astre. Ses pattes arrière, soudain plus longues et plus puissantes, frappèrent la colline, tant et si bien que tous les insectes accrochés aux herbes tombèrent sur le sol. Il sortit de son trou et se mit à courir plus vite qu'aucune créature, et Crick lui dit « Shravilcha, ton peuple ne peut dominer le monde, car je n'en ai pas décidé ainsi. La terre tout entière sera ton ennemi, prince aux 1000 ennemis. Chaque fois qu'ils t'attraperont, ils te tueront. » Cette illustration de Crick et Shravilcha. Mais d'abord, ils devront t'attraper. Toi qui creuses, toi qui écoutes, toi qui cours, prince prompt à donner l'alerte. Sois ruse et malice, et ton peuple ne sera jamais exterminé. Shravilcha comprit alors que si le seigneur Crick refusait d'être tourné en ridicule, il n'en demeurait pas moins bon. Ainsi, chaque soir, quand Crick a terminé sa journée et qu'il se repose, calme et serein dans le ciel rouge, Shravilcha, ses enfants et les enfants de ses enfants sortent de leur terrier pour aller manger et s'ébattre sous ses yeux, car ils sont tous ses amis, et il leur a promis qu'ils ne seraient jamais exterminés.